Je m'appelle Nina Ramen. En 3 ans, j'ai emmené mon entreprise de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce que je pensais être difficile sur ce chemin, c'est vendre mon produit, manager des équipes et apprendre la finance. En réalité, ce qui a été difficile, c'est la solitude. Parce que quand on est dirigeante, plus on monte et moins on a le droit de montrer ses doutes. On a une équipe qui compte sur nous, on a des clients à servir et on a des fournisseurs avec qui négocier. Et les seuls endroits que j'ai trouvés où il y avait des personnes comme moi, c'était des boys clubs. Des lieux où il y avait que des hommes qui venaient m'expliquer mon propre travail et qui comprenaient absolument rien à ce que je vivais. Alors depuis 1 an, chaque mois, j'organise des dîners d'entrepreneuses. Je sélectionne 2 entrepreneuses de haut niveau qui viennent chacune avec une problématique. Et pendant une soirée, on s'aide les unes et les autres sur nos business. C'est ce qui m'a permis de prendre les meilleures décisions pour mon business. Alors ce podcast n'est qu'un prétexte pour avoir encore plus de ces conversations. C'est un endroit vulnérable, authentique, où on apprend. Parce qu'on est à la fois des patronnes, des dirigeantes de nos vies professionnelles, mais aussi de nos vies domestiques, et que parfois, on a envie de s'allonger sur le divan. Bienvenue dans le divan des patronnes. Quand tu es entrepreneuse, tu sais à quel point tout repose sur toi. Trouver des clients, gérer ta com, gérer ton administratif. Et bien sûr, gérer ton argent. Moi aussi, je suis passée par là. Et je peux dire qu'il y a un truc que j'aurais aimé savoir dès le début. C'est de choisir une banque qui comprend vraiment les besoins des indépendants. Comme la gestion des impayés, les prêts et surtout notre besoin de réactivité. C'est le cas d'Hello Bank Pro. Une banque pensée pour nous avec un vrai accompagnement à chaque étape. Une ouverture facile, des outils adaptés et même du soutien en compta et en gestion. Et en plus de ça, et c'est ultra important, leur service est très réactif. Fini l'attente interminable et les réponses floues. Là, tu as des conseillers qui connaissent ton métier et qui t'aident vraiment. C'est parce que je trouve que Hello Bank Pro offre tout ce dont une entrepreneuse a besoin dans les premières années où elle se lance, que je les ai choisis comme sponsor pour cette saison. Dans nos sociétés, la créativité est tolérée à condition qu'elle serve un objectif mesurable. Elle n'a de valeur que si elle produit. Créer pour créer, sans livrable, sans retour sur investissement, sans objectif, reste perçue comme un luxe, une distraction, voire une perte de temps. Pourtant, la créativité, c'est précisément l'absence d'utilité immédiate qui fait la puissance, se permettre l'exploration, l'audace et le surgissement d'idées neuves. D'ailleurs, les études montrent que, en plus, la créativité est au cœur de ce qui rend un leader inspirant. Elle permet d'inventer, de transformer, de faire émerger de nouvelles manières de faire. C'est une compétence d'ailleurs qui est documentée et reconnue scientifiquement. Mais elle est encore hyper dévalorisée et particulièrement dans le monde professionnel. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « je vais prendre un cours de créativité ». Personnellement, être créative m'a permis de construire tout ce que je fais aujourd'hui et pourtant, je me suis jamais définie comme quelqu'un de créatif parce qu'à l'école, on valorisait beaucoup plus les matières scientifiques. Donc j'ai fini même par faire des études scientifiques en chimie, être ingénieure en chimie. Mais quand j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, à une époque où j'étais personne, sans rien m'attendre en retour, sans stratégie de marque personnelle, sans logique de clic et d'engagement, j'écrivais pour comprendre le monde, pour me comprendre moi-même, j'explorais. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé quelque chose. C'est à ce moment-là que l'entreprise que j'ai créée a commencé à grandir. C'est à ce moment-là que les choses se sont accélérées. Et de cette créativité, j'en ai fait une entreprise qui s'appelle Ramène ta fraise depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on travaille avec une 40aine de personnes. Et plus la boîte a grandi, plus les tâches opérationnelles ont pris de place. Gérer des équipes, répondre à des emails, planifier des campagnes, signer des devis, faire des suivis de budget. À mesure que je professionnalisais mon activité, ma charge mentale augmentait et ma liberté créative diminuait. S'y ajoutait une autre pression plus insidieuse, celle de rester visible. Être constamment dans l'algorithme, répondre aux attentes implicites de la plateforme. Cette injonction à performer sur LinkedIn est l'exact contraire de la créativité. Elle pousse à formater, à répéter ce qui marche et à pas trop sortir du cadre. Or, la création, elle a besoin de lenteur, de désordre et d'imprévisibilité. Il y a cette phrase que j'ai lue un jour qui dit que l'opposé de la créativité, c'est pas l'ennui, c'est l'anxiété. Parce qu'on peut pas explorer quand on a peur. Quand on a peur du nombre de likes, quand on a peur des haters. Et justement, il y a 2 ans, j'ai vécu une vraie crise de créativité. J'étais paralysée. Impossible d'écrire un seul post sans penser à l'algorithme, sans penser aux gens, sans penser aux attentes extérieures, à l'équipe, aux clientes. Et j'ai perdu tout plaisir. Mais depuis 6 mois, je suis en reconquête de ma créativité. Et dans cette recherche, j'ai découvert une boutique, mais pas seulement, un lieu dédié à la créativité, un lieu dédié à l'art. C'est une boutique qui est rue de Guéry à Paris dans le 11e arrondissement et qui s'appelle Clin d'œil. Et cette semaine, j'accueille Virginie qui organise des ateliers créatifs, des collages, des broderies, des linogravures, en plus de tout ce qu'elle vend dans sa boutique qui sont absolument incroyables. Et je me suis inscrite à un de ces ateliers. J'ai commencé à jouer, à coller, à rater, à colorier hors des lignes. Et petit à petit, j'ai retrouvé une joie que j'avais oubliée. C'est pour ça que j'ai eu envie de t'interroger.
Virginie, tu as fait avec ta sœur Émilie de la créativité une boussole, un moteur, une matière vivante. Ensemble, on va parler de ce que ça veut dire en 2025 de créer, d'exister, sans se trahir et peut-être un petit peu sans s'épuiser. Un énorme merci, Virginie, d'être sur le divan des patronnes. Bienvenue à toi. Merci à toi. Comment tu te sens? Ça va. Non, ça va. Première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu penses que créer nous rend heureuses? J'ai bien retenu un petit mot dans ce que tu as dit, c'est l'anxiété pour la création. Créer, oui, nous, je vais parler en nous souvent parce que c'est avec ma sœur que j'ai monté Clin d'œil. C'est ce qui nous rend heureuses, on en a encore parlé hier et c'est ça qu'on aime. Après, comme tu dis, il y a des hauts et des bas, il y a des burn-out, il y a des... Voilà, donc oui, ça nous rend heureuses, mais il y a un travail derrière. Ouais. Quand tu dis que créer te rend heureuse, c'est quoi particulièrement dans la créativité, dans la création qui te rend heureuse? Alors moi, la création, je fais pas forcément des choses avec mes mains, mais pour moi, la création, c'est déjà de voir des belles choses. Et en fait, Clin d'œil, si on a monté ça, c'est que ma sœur et moi, on est touchés par les belles choses, on aime tout ce qui est beau, qui ne sert pas forcément à quelque chose. Mais en fait, on aime chercher des petits créateurs. Et donc, dans la création, c'est créer du contenu, créer une belle boutique, créer des... Quand je parle de contenu, je te parle d'Instagram, mais aussi d'une boutique. Donc, pour moi, la boutique doit être belle, doit être propre, doit surprendre. On est obligé de chercher un peu partout, à droite, à gauche, quelque chose de beau, de la création. On ne veut pas s'arrêter à des marques que tout le monde connaît ou pas, mais qui sont faites en grande quantité. Ouais, pour celles qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le concept de clin d'œil avec un K, ouais. K-L-I-N, d'œil, on mettra le lien en description. Vous faites de la curation, vous allez chercher plein de petits créateurs, de petites créatrices, et vous orchestrez ça dans votre boutique avec une scénographie, on en parlera tout à l'heure. Mais donc, la créativité, elle existe même quand on ne crée pas des choses dans ses mains, c'est ce que tu es en train de... Avec ses mains, c'est toute l'harmonie que tu vas créer dans cette boutique qui, en fait, quelque part, est une forme de créativité. Exactement. Et justement, est-ce que la créativité, elle a sa place quand on a à côté, en plus de tout ce qu'on peut s'imaginer de ce que c'est qu'être créative, une boutique à faire tourner, c'est-à-dire des objectifs, des enjeux financiers qui vont avec, et tout ce que ça peut représenter? Alors, pour nous, elle a toujours un rapport, la créativité, pour même te dire, mes tableaux Excel sont beaux. Non, mais c'est obligé parce que tu travailles devant des chiffres ou des... C'est l'horreur. Pareil, nos devis sont beaux, nos factures sont belles. On essaye d'avoir le logo. Tout doit être beau parce qu'on travaille beaucoup. C'est un métier passion. Donc, tout doit être beau. Ah, j'adore ce que tu viens de dire. En fait, tu mets de la créativité, y compris dans des choses que tu n'aimes pas, parce que j'imagine que tu n'aimes pas les tableaux Excel, c'est ça? Je suis obligée. Je suis obligée, mais on le fait, oui. Même nos plannings, on a un planning d'exposition, il y a des couleurs, il y a des... Non, il y a toujours de la couleur. Tout doit être beau. À nos yeux, parce que peut-être que c'est moche pour d'autres, mais... Ouais, je trouve que c'est une bonne manière de se réapproprier des choses qu'on n'aime pas faire. Oui, complètement. Et justement, est-ce que tu sens que dans toutes les contraintes que peuvent apporter une boutique et la gestion d'un business, parce que c'est un business, quand bien même il soit créatif, est-ce que tu sens que dans ce contexte-là, ta créativité, elle est parfois mise en danger, mise à mal? On perd beaucoup de temps avec tout ce qui est secondaire pour beaucoup, mais qui est obligatoire. C'est-à-dire que quand on parle de la comptabilité, de l'administratif, etc. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir plus de temps, et c'est là où on aimerait développer Clin d'œil pour justement déléguer, et nous pouvoir voyager, faire de la curation à l'étranger, parce qu'on ne s'arrête pas qu'à la France. Ou même maintenant, on utilise beaucoup Instagram, mais parce qu'on n'a pas le temps. Mais on ne se déplace plus, on essaye de faire des salons professionnels ou des petites ventes de créateurs, mais on n'y arrive pas. Même d'aller voir les autres boutiques, pour nous, c'est compliqué. Et c'est seulement une question de temps, ou c'est aussi une question d'émotionnel qui va se créer autour de je dois faire tourner une boutique, il faut qu'il y ait tel temps, il y a les deux. Tel temps d'euros de chiffre d'affaires? On n'est pas très... on n'a pas d'objectif par an. On essaye au maximum faire tourner la boîte comme on peut en pouvant payer toutes les charges fixes, c'est-à-dire les salaires, les loyers, etc. Ce qui est déjà une grosse somme. Mais oui, c'est le temps qu'on n'a pas. Déjà qu'on fait beaucoup de choses en fait, parce que tout le monde pense qu'on n'a qu'une boutique, mais on a aussi une agence. On a des petits boulots à côté, à droite, à gauche. On a l'événementiel, donc c'est beaucoup de temps. Okay. Et justement, dans tout ce contexte-là, parce que demain, tu arrêtes d'être créatif, tu arrêtes d'entretenir ta créativité. C'est tout le business qui s'effondre. On n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Tout le business, oui, certainement. Non, je pense pas. Je sais pas. Mais même quand on est en congé, on crée, en fait. On n'arrive pas à s'arrêter.
Moi, je fais pas forcément... Ma sœur, elle est vraiment graphiste, designer textile, elle dessine, elle utilise tous les médiums. Moi, je suis plus en regardant, mais j'aime bien faire... En ce moment, c'est con, mais j'aime bien faire des numéros d'art. Ah oui, des peintures avec des numéros. Voilà, bon, tu vois. Tu rigoles, c'est ma passion en ce moment. C'est la marque Petit Pinceau, là, je passe ma vie, je les ai tous faits. Là, je suis au moment où c'est le tigre. Après, on avait, avant Clin d'œil, mais il y a très longtemps, on avait monté une marque avec ma sœur qui s'appelait Les Miniatures. On faisait du canevas. Moi, je faisais des colliers de pâtes colorés. On faisait toujours quelque chose. Il y avait toujours de la création, en fait. Même avant Clin d'œil. Et est-ce que tu sens que parfois, donc ce moteur de créativité, il s'arrête jamais en fait pour toi? Est-ce que tu sens que parfois il ralentit ou vraiment c'est quoi qu'il arrive, c'est le seul truc qui reste, quoi? Si, ça ralentit. Et là, on en discutait avec ma sœur qui a pris du temps pour dessiner lundi, je crois. Ouais. Et elle a dit que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait, parce que ça aussi, elle délègue. En fait, elle a les idées et après, on a une stagiaire, une alternante qui vont travailler sur l'idée de ma sœur. Donc, elle a moins le temps, elle prend moins le temps. Et là, elle était obligée. Ouais. Et en fait, elle s'est arrêtée et ça lui a fait du bien. Arrêter de répondre aux mails ou de faire des devis, etc. Bah, c'est ça, il faut accepter de pas forcément... alors, l'occurrence des devis, c'est carrément faire rentrer de l'argent pour passer 2 heures à dessiner, quoi. Et en même temps, elle a fait rentrer de l'argent, parce que c'était un dessin payant. Ah oui, c'était un dessin payant. Okay. Mais elle s'est éclatée. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire de la créativité, votre métier? Alors, moi, j'ai toujours travaillé dans le commerce en tant que vendeuse, scénographe, déco. Et déjà, c'était très ancré dans mon métier parce que j'étais pas que vendeuse, j'installais les produits en boutique, etc. Et Émilie, elle a toujours été dans le monde de la création. Et quand on a monté Clin d'œil, c'était plus un plaisir, mais en même temps un rêve d'ouvrir une boutique. Donc on savait les avantages et les inconvénients. Donc les avantages, c'était d'ouvrir sa boutique, se faire plaisir en trouvant des petits créateurs, en faisant des expos. Et à côté, on s'est dit, waouh, mais avec ces petits créateurs, on va jamais trouver assez d'argent, donc il va falloir qu'on cherche des choses à faire. Mais c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui, on essaye de faire des choses qui nous plaisent. Donc on refuse pas tous les contrats, on travaille qu'avec des gens qu'on aime. Et pour l'instant, ça se passe bien. Et ça vous est déjà arrivé de refuser des contrats pour préserver, protéger votre créativité? Je n'ai pas de souvenir, mais on ne va pas chercher des marques qui ne nous correspondent pas. On refuse des marques et nous... Ouais, si ça nous est déjà arrivé, mais alors là, je n'ai pas d'exemple. Est-ce que tu as des protocoles justement pour entretenir cette créativité? On parle beaucoup de curation parce que tu t'es amenée toujours à découvrir de nouvelles créatrices, on parle au féminin, mais de créateurs aussi. Est-ce que tu as des protocoles et où, avec ta sœur, vous avez des protocoles où vous dites, OK, ça, on sacralise ce moment, soit de recherche de créateurs, si on peut appeler ça la créativité, ou soit de création? Pas du tout. Ah non, on est en roue libre. On passe du coq à l'âne. Même les personnes avec qui on travaille, à la fin de la journée, elles ont le cerveau en vrac. Non, c'est toujours... non. Je sais qu'Émilie, elle a son carnet, donc elle écrit, à côté, elle dessine. Ah, elle a son carnet quand même. Elle a quand même moi aussi, j'ai mon carnet, mais moi, je dessine pas. OK, mais donc tu as quand même un lieu. Et du coup, ce carnet, tu t'en sers pourquoi? Tout doux. Les tout doux. Émilie aussi, pareil. Les tout doux, mais avec des dessins. Les mêmes tout doux, mais avec des dessins. Ouais. OK. Qu'est-ce que ça changerait si demain, vous aviez plus besoin de faire rentrer d'argent et que vous pouviez créer tout? Il y avait plus de contraintes financières. On en parlait encore aujourd'hui, hier, pardon. Ça serait de développer la marque Clin d'œil. C'est-à-dire avec... moi, je suis en admiration devant ce que fait ma sœur en dessin et on ne prend pas assez le temps de pouvoir créer nos propres produits. Après, il y a une discussion en disant que nous, on est là pour mettre en avant les créateurs. Et ma sœur a peur que ça les insécurise, qu'on fasse nous nos propres choses. Mais je me dis, pourquoi pas avoir des produits dérivés un peu comme Merci, qui a ses propres produits dérivés. Mais ça serait une petite gamme, et ça, ce serait un plaisir. Mais il faut avoir les moyens, le temps, l'équipe pour gérer ça. Ouais, okay. Mais c'est dans nos têtes. Et justement, une des choses que vous arrivez très bien à faire, c'est de créer un univers. L'univers Clin d'œil, il est beau, il est coloré. Ouais. On sent une âme dans cette marque, dans cette boutique. Comment on construit un univers de marque cohérent? Toi, c'est littéralement votre métier, puisque vous choisissez des créateurs qui vont bien ensemble, etc. Enfin, voilà, j'imagine qu'il y a une cohérence dans tout ça. Comment est-ce qu'on fait? J'imagine que tu vas nous faire un cours de marketing de A à Z. Pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. Justement, c'est tout l'inverse. Tout le monde nous pose cette question-là. Comme souvent, on nous pose la question, c'est comment vous choisissez vos créateurs? On n'a pas de... c'est vraiment, on le dit, c'est le coup de cœur.
On a vraiment un regard, on a ce regard-là, on n'aime pas, si on n'aime pas, on prend pas, ou si ça correspond pas à la sélection. On essaye de travailler sur thématique aussi, donc pour les expos de la boutique, parce qu'on a une partie vraiment qui reste standard avec les produits phares. Et après, on a une partie galerie qui fait 20 mètres carrés. Et là, on s'éclate en changeant de thématique. Donc, ça peut être soit une exposition collective, soit une exposition d'un artiste. Et là, par exemple, on s'est dit, on n'a pas beaucoup de prêt-à-porter, on n'a pas beaucoup de côté beauté, etc. Et on s'est dit, on va faire un thème dressing. Donc ça, c'est la prochaine expo, dressing. Et donc là, c'est toute une recherche sur qu'est-ce qu'on va mettre en avant, quel créateur on va chercher. Et donc là, on se met à chercher. Et donc, c'est aussi pour tester des nouveaux produits. On n'a pas peur de faire pas de chiffres, voilà, on s'éclate en fait. Et je ne sais plus ce que c'était ta question, mais... Je disais comment on crée un univers Après, cohérent. C'est ça, c'est que l'univers Clin d'œil, déjà, c'est créé de base parce qu'on est vrai. On n'est pas là pour le business à la base. On n'a pas monté... on n'est pas des start-upeuses. On est vraiment... on a monté ce qu'on aimait. On a été toujours entouré de super personnes qu'on appelle le Clin. Donc, c'est nos amis, notre famille, des anciens collègues, des stagiaires, etc. Et c'est tout un univers. Et en fait, on s'entend bien avec les créateurs. Et donc, c'est une famille. Et donc, on travaille comme ça. Donc, c'est ça aussi l'univers. Et après, l'image, la couleur, c'est Clin d'œil. Et derrière, il y a Émilie, la DA, qui va créer cet univers-là. T'as dit on n'est pas des start-upeuses ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça changerait si vous en étiez ? Je pense qu'on aurait déjà arrêté. Je pense que toute personne qui connaît le business plan de Clin d'œil aurait dit tout de suite, non mais vraiment, non mais là les filles, c'est chaud. Et en fait, on se bat continuellement pour garder cette boutique, cet univers, parce que on aime ça. Notre but, c'est aussi de gagner de l'argent. On va y arriver un jour, mais c'est pas du tout start-upeuse. On n'a pas fait d'études de commerce, on n'a pas... Non. On dit souvent qu'on fait un business plan de bisounours. C'est pas vendeur. Là, on va pas trouver de... on veut pas non plus d'investisseurs, on veut pas. On veut pas, comment on appelle ça, business angel ou... Pourquoi pas une levée de fonds ? On est en train de réfléchir à faire une levée de fonds, mais peut-être avec des actionnaires différents, pas des actionnaires qui sont très regardants. On a envie de rester nous et de pas avoir de pression derrière. Ouais, c'est ça. C'est en fait... À quoi tu dis non quand tu choisis de ne pas justement avoir d'actionnaire ? À quoi je dis non ? La pression. Ouais. Voilà, on fait ce qu'on veut quand on veut. La pression de quoi ? Financière. Ouais. Et la pression de faire le chiffre. Non, nous, on a envie de rester comme on est. Moi, je travaille pour d'autres boutiques ou d'autres qui font des plans sur les comètes et tout ça. Et nous, déjà, qu'on est très anxieuses, stressées, hyperactives, alors là, je sais pas quoi. C'est notre image, peut-être, ça se trouve, ça peut bien se passer, mais pour l'instant, on est comme ça. Est-ce que tu penses que l'univers Clin d'œil, il aurait pu exister si, dès le départ, vous aviez voulu en faire quelque chose de très rentable ? Alors, dès le début, on savait que ça allait pas être rentable, sur conseil de quelqu'un de très important pour nous, qui s'appelle Jean-Luc, et qui nous a dit, attention, sur les créateurs, vous n'allez pas pouvoir marger. Ouais. Parce que à l'achat, c'est cher, et qu'au prix de vente, il faut que le public achète. Ce qui est bizarre, parce que franchement, je suis allée à Londres il n'y a pas très longtemps, j'étais chez Liberty, les tasses sont le même prix que les petites tasses de créateurs qui sont pièces uniques. Bon, en Angleterre, c'est pareil. Donc, dès le début, on savait que le business plan de la boutique Clin d'œil n'allait pas tenir. Ouais. Donc, on a travaillé sur le fait de l'agence, de garder l'événementiel, pour pouvoir absorber le manque à gagner sur la boutique. Maintenant, la boutique, elle vit. Ouais. Voilà. Mais on le savait. Après, on pourrait mélanger avec des grandes marques, marger à 3, mais on ne veut pas. Même si on aime bien personnellement, hein, c'est pas le problème. Mais justement, sans faire rentrer des investisseurs dans cette configuration-là, qu'est-ce qui se passerait pour vous, en fait, concrètement, si jamais vous dites, OK, il faut qu'on soit plus rentable. Tu me parlais de continuer x4 là, sur les marques. Qu'est-ce qui se passerait ? Ouais, qu'est-ce qui se passerait ? On gagnerait de l'argent. Ouais. Certainement, peut-être. Et mais notre image, peut-être, qu'on a envie de garder cette image. Même nous, personnellement, on ne veut pas. Quand tu dis cette image, c'est quoi ? L'image de nous, Clin d'œil, les gens savent qu'ils vont venir chez nous pour trouver de l'artisanat. Ouais. Du fait main, des petites séries. Quand on parle d'artisanat, je reprends le mot, parce qu'avant, je n'aimais pas ça, parce qu'on parlait de petits créateurs, mais en fait, ce n'est pas des petits créateurs, ce sont des créateurs. Mais c'est de remettre en avant ce savoir-faire français ou étranger, le savoir-faire main, et de mélanger avec d'autres marques, c'est pas cohérent, en fait.
d'avoir un vase à 20 € et d'un vase à 150, c'est pas possible. Ouais, donc c'est tout ce à quoi vous renoncez. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper courageux, enfin, hyper ancré, en fait. Je suis assez admirative de tout ce à quoi vous dites non, entre guillemets, alors que vous pourriez, tu vois, les investisseurs, j'imagine qu'il y a quand même plein de potentiel dans cette marque. Et dans Après, cette boîte, on voilà. travaille quand même pour des grosses marques. Hein. On a travaillé pour Instagram, on a travaillé pour Louis Vuitton, mais on a toujours essayé, justement, par exemple, pour Louis Vuitton, la fondation, c'est la fondation Louis Vuitton, on fait de la curation pour des ateliers, donc on met en avant les créateurs. Pour Instagram, c'était pareil. Quoi, plein de choses comme ça. Donc on essaye, pour les grosses marques, de leur faire intervenir des créateurs. Oui, je trouve qu'il y a ce sujet dans ce que tu dis de vraiment ne pas se laisser aspirer. Tu vois, moi, je vois vraiment ça comme les forces du mal. Ah Alors ouais. là, tu vois, c'est intéressant parce que ce qui est associé aux forces du mal, c'est l'argent. Tu vois, donc Ouais, comme si ouais, l'argent bien avait sûr. un côté un peu Ouais. sale, on en reparlera après. Ouais. Mais au-delà de cette thématique-là, il y a aussi cette idée de se dire voilà qui je suis, voilà ce que je pourrais gagner si je trahissais quelque part l'ADN que moi je me suis fixé à la base et je fais le choix de rester sur mon bateau. Est-ce que dans votre duo, il y en a une des deux qui n'a jamais été tentée de le faire? Non. Non, on est pareil. Non, Ouais. non, vraiment, on a la même. Après, il y a deux têtes. Émilie, c'est la penseuse, la rêveuse, la fonceuse. Et moi, je suis. Attends, calm down, pied sur terre. Et en même temps, j'aime bien foncer. Et par moments, je me fais rêver. Mais je me stoppe plus vite. Parce que j'ai peur du danger. Dans ce que tu dis, il y a vraiment ce truc de... j'entends une association entre argent et perte de plaisir ou perte de qui on est. Est-ce qu'il y a une voie dans laquelle vous pourriez gagner beaucoup d'argent sans pour autant être moins heureuse, vous pervertir Alors là, ou on laisser des essaie de choses trouver une seconde voie Ouais. qui va peut-être se faire. Peut-être que c'est pas cette voie-là qu'il faudrait, mais on travaille sur une deuxième boutique. Ouais. Rive gauche, donc dans un autre quartier, et là, essayer, voilà. Et donc, il y a déjà le local, Ouais. on va voir si on signe le bail, etc., mais ça serait plus ciblé. Donc, tout ce qu'on a fait dans la première boutique, mettre le meilleur dans la deuxième. Okay. Peut-être sans faire autant d'expositions, etc., plus en faire un lieu de vente. Peut-être, justement, quand je te parlais des produits dérivés Clin d'œil, en sortir un peu pour tester. Donc peut-être gagner un peu plus d'argent comme ça. Bon, il y aura quand même des charges, il y aura quand même un nouveau vendeur, etc. Mais on essaye de se projeter en se mettant un salaire en plus. Quoi, un salaire, même pas en plus, mais un salaire. Ouais, ok. Pour l'instant, c'est notre projection. Et la levée de fonds. Tu penses que dans l'écosystème de l'art, l'argent, c'est perçu comme quelque chose de pas désirable, de manière générale, ou de sale, ou de perverti? Je suis pas sûre, mais en fait, la plupart, il y a beaucoup de créateurs qu'on connaît, avec qui on est très proches, qui on va boire des verres ou pendant les vernissages où on parle. Et pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, ils se débrouillent. En fait, on apprend à se débrouiller autrement que d'avoir de l'argent. Bien sûr, on a tous besoin d'argent pour vivre, mais je pense pas que ça pervertit, non. Parce que ma vision de ce sujet-là, c'est un peu cette idée de se dire, à partir du moment où on est... Et je sais, pour le coup, je te livre ma pensée, mais je le vois aussi à l'échelle de ma boîte. Hein. Tu vois, au début, faire les choses artisanalement, et moi, mon produit, ça a beau être un produit de prestation et de formation, ça reste un produit. Au début, c'est artisanal, en fait. C'est artisanal dans le sens où c'est toi qui fais tout, c'est toi qui amènes, etc. Et puis, en fait, plus ça grandit, plus ça se productise et se productivise. Donc, plus, en fait, tu construis un système. Et plus, en fait, t'es loin de ton produit, je trouve. Tu vois, je parlais avec celle qui fait les ateliers de crayon de couleur chez vous. Moi, ce que j'aime, c'est... Ah oui, moi, ce que j'aime, oui. Ouais, okay. Moi, ce que j'aime. Ouais, et en fait, elle me racontait qu'au début, elle faisait tous ses cadres elle-même, elle crayonnait, et puis, tu vois, elle les vendait, et puis, en fait, il a fallu augmenter la cadence de production, tu vois, et qu'après, en fait, elle les faisait, et puis, en fait, elle les numérisait, et puis, au fur et à mesure qu'elle a grandi et que la demande a grandi. Donc finalement, c'est quelque chose de positif parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui veulent acheter ce qu'elle fait et plus que ce qu'elle peut produire par jour / par heure, etc. Et à partir de ce moment, j'imagine que c'est pas faisable de tout faire à la main. Et donc finalement, l'art, en fait, doit quelque part changer à partir du moment où la demande devient trop importante. Et ça dépend des créateurs. Je pense qu'il y en a qui passent le cap, comme Élise, et il y en a d'autres qui le passent pas. Et c'est quoi la différence que tu vois, toi, entre les deux typologies de personnes ou d'entrepreneurs? J'ai jamais fait attention. Je me suis jamais posé la question. Mais nous, c'est pareil. Il y a des choses, par exemple, au Carreau du Temple, ou même, en fait, c'est délégué. C'est une sorte de... Par exemple, au Carreau du Temple, quand on organise, des gens, ils s'imaginent pas derrière l'équipe, mais en fait, on est 3. Ça, c'est fou. On est 3, et en fait, on fait plein de choses. Et là, cette année, je suis en train de me dire, mais je vais peut-être me prendre une assistante prod, parce que je gère toute la prod toute seule.
Donc ça aussi, c'est de grandir. Peut-être qu'ils grandissent d'une certaine façon, mais je connais des artistes qui préfèrent continuer à faire eux-mêmes. Ouais. Tout dépend de leurs besoins, de leur envie. Après, on a des artistes qui sont plus artistes, c'est-à-dire qui vont être plus exposés dans des galeries d'art. Okay. Et nous, on va peut-être plus avoir l'objet cadeau, petite série, moins collection, on va dire. Parce que tu vois, tout ça, je trouve que ça se transpose très bien à l'entrepreneuriat de manière générale. En fait, il y a ceux qui aiment faire. Et après, moi, je vois ça comme, et c'est valable dans la création de contenu aussi, des gens qui sont des artisans qui aiment leur expertise. Donc, à l'échelle de la créativité, ça peut être la créativité, ça peut être l'art, mais ça peut être aussi, t'aimes ton expertise et donc, du coup, tu veux en être au plus proche. Et plus, en fait, tu vas grandir et tu vas accepter la demande, et plus, en fait, tu vas t'éloigner de ton expertise. Exemple, moi, je fais plus de coaching individuel avec mes clientes, tu vois. Et je me pose régulièrement cette question. Et quand on a le choix, et je vois chez les entrepreneurs, celles qui font le choix de se dire, OK, ben moi, je vais rester créatrice ou dans mon métier, et celles qui, justement, passe le cap, tu vois, et je me questionne souvent là-dessus. On le voit, moi, comment je le vois quand je paye des créateurs, par exemple, ils changent de compte, donc ils deviennent société. Donc, tu as des créateurs qui sont créateurs, c'est à leur nom, auto-entrepreneur ou maison des artistes. T'en as qui commencent à passer en société. Donc là, tu dis, bon, OK, ils passent en level supérieur, mais t'en as qui veulent pas du tout. Ou t'en as qui font les deux, qui continuent à faire des originaux, mais en même temps, par exemple, un artiste qui fait de la peinture, il peut faire un original, mais à côté de le faire imprimer. Donc, on peut vendre en petite série. Donc, ça dépend. C'est hyper intéressant. Tu as mentionné le Carreau du Temple pour celles qui nous écoutent. C'est un événement à Paris. C'est en fin d'année. Et c'est absolument incroyable puisque c'est un espèce de lieu, pour celles qui ne connaissent pas, c'est gigantesque. C'est 1800 mètres carrés. 1800 mètres carrés avec plein de créateurs. On a envie de tout acheter. C'est trop beau. La sélection, elle est incroyable. C'est un peu une espèce de grosse soirée de créateurs. De créateurs. Et non seulement les objets sont très sympas. Moi, je vais chiner pas mal de choses là-bas. Mais en plus de ça, je trouve que l'ambiance est très cool. Donc si pour celles que ça intéresse, regardez. La prochaine qui sera... Oui, fin d'année, 14-15 décembre. 15-16 décembre, je ne sais plus, c'est ce week-end-là. On a fait une grande digression sur cette idée de comment on productise l'art, mais de manière générale, comment est-ce qu'on productise son expertise, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la scalabilité, quoi. Enfin, en fait, tu vois, faire grandir des choses qui, en fait, à la base, ne sont pas faites pour ça. C'est égal une peinture ou un tableau. Tu as mentionné que tu aidais, notamment au travers de cet événement, d'autres créatrices à être visibles. Est-ce que tu vois chez ces artistes, et même de manière générale ces entrepreneuses, des blocages à être plus visibles? Ils ont du mal à se mettre en avant? Peut-être. En fait, toi, tu dis que tu les aides au travers, tu leur donnes cette fenêtre. En fait, au début, quand on a inventé Clin d'œil, c'était de l'événementiel. Donc, c'était réunir nos coups de cœur en artisanat, en musique et en food. Et en fait, quand on a commencé avec ces événements, on s'est dit, il faut qu'on mette en avant des petits qui sont justement pas connus, qui ont du mal à se faire connaître, avec d'autres qui sont un peu plus connus. Donc, on avait fait des événements où il y avait des marques comme Mini Labo, comme Cancan-Pâte, etc., qui avaient une renommée un peu plus importante, et à côté, des petits créateurs qui venaient de commencer. Le fait, après, d'être vu ou pas vu, alors là, on va parler d'Instagram, je pense. Là, c'est un problème d'algorithme, je pense. Je sais pas. C'est même pour nous, on se bat. Hein, ça fait 10 ans, on a presque 90K, ce qui est beaucoup. Mais on a, par exemple, une artiste, Béa, qu'on a connue, elle était stagiaire, elle a plus de followers que nous maintenant. Donc, c'est... Vous leur avez pas demandé c'est quoi. Et après, il y en a qui font le choix aussi de garder, pas l'anonymat, mais de pas communiquer autant sur les réseaux. Ok. J'ai une autre question qui est un peu liée, mais je pense qu'on a tous tout ce rapport avec ce qu'on crée, que ce soit une entreprise, que ce soit une prestation. Enfin, on a un rapport... avec ce qu'on crée, qui est aussi parfois le miroir de comment on se pense nous-mêmes. Est-ce que parfois, toi ou vous, avec ta sœur, vous avez honte de ce que vous avez fait et ou créé à un certain moment? Ça peut être des dessins, ça peut être des collages, ça peut être des choses dans votre vie, dans votre business. Non. Vous êtes toujours fiers? Ah non, justement, on n'est pas fiers, mais on ne s'en rend pas compte. Enfin, aucun des deux, en fait. Mais on n'a pas honte, non, puisqu'on fait ce qu'on aime. Ça vous arrive de faire des trucs moches, parfois? Faire des trucs moches, peut-être. Je sais pas. Peut-être pour les autres, après. T'as pas ce jugement sur tes propres créations, en fait? Non. Non, mais non, même pas. Quand on regarde le passé, oui, on se dit, oh là là, ça, peut-être que on n'aurait pas dû faire, ou non. Non, franchement, non. Mais on est fiers de nous, mais on le crie pas sur tous les toits. C'est bien de faire de ça. Moi, je milite, hein. Moi, je milite pour ça, je trouve que c'est très bien. Quand on parle, on me fait, waouh, Virginie, tu te rends compte? Bah non, pas du tout, non.
Ouais, c'est ça. En fait, à la fois dans le positif, mais dans le négatif aussi, t'as pas vraiment de jugement sur ce que tu produis. Non. Et je pense que, tu vois, la dernière fois, j'étais à un atelier chez vous. Je me suis moi-même surprise à penser « Ah, mais non, mais c'est trop moche ce que j'ai fait, tu vois. » Et avoir ce propre jugement. Et quand tu as ce jugement vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ce que tu crées, ben, ça te coupe. Alors après, si ça m'arrive en atelier, par exemple, oui, moi j'ai déjà fait des ateliers. C'est pour ça que j'en fais plus. Mais non, Tu vois, ce truc où tu vas dire « Ah, mais non, c'est moche » et tu vas t'auto-censurer. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une des choses qui fait que tu tues ta créativité, c'est ne serait-ce que comment toi tu te parles, bah forcément la prochaine fois, ton cerveau il aime pas qu'on lui parle mal, quoi. Donc finalement tu vas aussi t'éloigner de ça et je trouve que la créativité c'est... Alors là il faudrait qu'il y ait plus ma sœur pour voir parce que c'est plus elle qui crée. Ouais. Voilà. Mais je lui demanderais, mais Coup de fil à une amie. Ouais. On va passer à la troisième partie de cette interview. À ton avis, ça veut dire quoi, entretenir sa créativité quand on est une femme, une chef d'entreprise, parfois une mère, une petite amie, une fille? Alors, je vais répondre pour toutes les deux, parce que moi, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire, mais c'est quand même prendre beaucoup de temps. C'est un peu égoïste quand même, parce qu'on passe beaucoup de temps pour clin d'œil et on vit que de ça. C'est-à-dire qu'avec ma sœur, même quand on se voit pas, on s'appelle, on part en vacances ensemble, on parle toujours de ça. Donc, c'est un côté un peu égoïste quand même, je pense. Pourquoi égoïste? Parce qu'on pense moins aux autres. On va vraiment être centré sur ce qu'on doit faire, c'est une charge mentale. Oui. Et c'est égoïste vis-à-vis de qui? Des autres. Parce que même, par exemple, moi, mes amis, je les vois parce qu'ils viennent me voir. Chez Clin d'œil. C'est cool. J'ai pas besoin de me déplacer, mais c'est vrai que je prends pas le temps forcément d'aller boire un verre avec eux après, parce que je suis fatiguée, etc. Ouais, c'est intéressant. C'est peut-être un peu fort, je sais pas. Non, je trouve que c'est hyper fort. Parce que justement, j'adore le fait que tu dis ça. Est-ce que tu vois, je peux pas m'empêcher de penser que le terme égoïste, il est pas anodin parce que, enfin, la question c'est un homme qui serait investi autant que vous l'êtes dans vos business. Est-ce qu'on le définirait ou il se définirait comme quelqu'un d'égoïste? Non, je pense pas. Il dirait quoi? C'est tout l'inverse. Il dirait quoi, lui? Je sais pas. Si on fait l'exercice mental de se projeter. Ouais, c'est ce qu'on se disait avec. On avait un déjeuner avec les filles de Désirée et on parlait de ça justement parce qu'on parlait de féminisme et tout ça. On dit pas. Nous, avec Émilie, on sait jamais. On n'est pas là-dedans. Après, on en parle personnellement, etc. On veut pas trop communiquer dessus. Après, Clin d'œil, c'est vraiment un univers féminin, donc on est entouré que de femmes. Même dans la création, il y a beaucoup de femmes parce qu'on est attiré par cet art-là. Mais c'est vrai que des fois, on se sent... c'est ce qu'on disait. On disait, nous, on va arriver comme ça, petite. En fait, non, il faut pas. Il faut s'assumer, mais... Et ouais, oui, je pense que l'homme... Un homme qui passe pas assez de temps avec ses amis parce qu'il travaille, pas assez de temps avec sa famille parce qu'il travaille. Oui, c'est normal. Et je pense que ça le valoriserait, en fait. Au contraire, on se dirait, c'est bien, il met beaucoup d'énergie pour gagner de l'argent, pour subvenir à sa famille. Et ce serait vu comme un acte, au contraire, altruiste, en fait. Ça. Parce que tu mets ton travail au service de la réussite et qui potentiellement... Après, ma sœur a de la chance qu'elle a un mari formidable. Oui, c'est cool. Oui. Vous accompagnez des femmes dans les ateliers que vous faites. Donc, c'est des ateliers, pour celles qui nous écoutent, c'est entre... je sais pas, 3 et peut-être 8 personnes, ça va jusqu'à plus même? 10, 12. 12, ouais. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher, ces femmes, quand elles viennent? Bonne question. En fonction des ateliers, des fois, je suis présente parce qu'on doit faire des images ou parler avec les créateurs, etc. En fonction, c'est passer un bon moment, arrêter de réfléchir. Il y a beaucoup de personnes différentes. Il peut y avoir des créateurs, des artistes qui viennent apprendre une nouvelle technique ou je sais pas, des avocats, des médecins, des profs. C'est passer un bon moment, apprendre une nouvelle technique. On a pas mal aussi de personnes qui font des stops dans leur boulot pour refaire une reconversion, etc. Donc, ils veulent essayer, toucher à tout, voir comment ça se passe. Et quand elles repartent, qu'est-ce qui a changé en elles, avec ce moment? Qu'est-ce que toi, tu perçois du changement d'avoir passé 2, 3, 4 heures? Elles sont... déjà, elles ont passé un bon moment et elles sont contentes et elles sont fières d'elles. Elles sont fières, elles nous montrent... elles viennent nous voir à la boutique en disant « Oh, c'était génial !» Donc, on regarde leur création. C'est chouette. Et il y en a qui continuent. Donc, c'est chouette. Moi, qui continue à faire des coloriages. Je ne vous ai pas envoyé tous les coloriages que je fais, mais je pense que c'est... Enfin, en tout cas, moi, ce que ça m'a offert, c'est aussi un espace qui est pas... C'est pas si fréquent, quand on est une femme, d'avoir un espace à soi. Sans mec, sans enfant. Des fois, il y a des mecs pendant les ateliers.
Très peu, mais il y en a. Sans enfants, et parfois, elles sont... Enfin, moi, je trouve que c'est un espace à soi. Et tu vois, il y a ce livre de Virginia Woolf qui s'appelle Une chambre à soi. Et avoir des espaces dédiés non pas au travail productif, non pas au travail domestique, mais juste à soi, à sa créativité, à juste le fait de faire des choses amusantes. Parce que finalement, c'est ça le concept, c'est de juste s'amuser, en fait, de passer un bon moment. Et c'est 3 heures dédiées à l'amusement. Et ben c'est pas si fréquent, donc je trouve que c'est absolument incroyable. Et moi, j'ai même décliné le truc. Un mercredi sur 2, je donne rendez-vous avec une copine et on se fait un atelier créatif toutes les deux. Donc, alors, c'est vraiment niveau 1. Ouais, mais c'est bien. On fait de la peinture avec des numéros, enfin, on fait des choses qui sont guidées. Mais ça a fait un rituel de pause et de respiration où aussi il y a cet aspect de non-jugement, on va essayer de tester des trucs et on va voir si ça marche. Parce qu'on est dans des vies où il faut, à l'inverse, tu vas tellement produire, tellement faire, tellement optimiser que juste avoir un espace où... c'est un espace pause, en fait. C'est pause, et on arrête les écrans, on arrête de travailler. Comment tu fais des pauses, toi ? Moi ? Des pauses clopes. C'est tout. Non, c'est ça. Pause clope. Ok. On arrive tranquillement à la fin de cette interview. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver à partir de maintenant ? À la boutique Clin d'œil. À la boutique Clin d'œil. À la boutique Clin d'œil qui est au 6 rue de Guéry, Paris 11. Exactement. Métro Goncourt, entre République et Belleville. Et Belleville, exactement. Voilà. Juste à côté de chez moi. Et on a aussi en ce moment un pop-up dans un hôtel rue La Cépède. Donc la rue La Cépède, c'est une rue qui est entre le jardin d'hiver, à côté de la grande mosquée. Et on a un pop-up, on a fait une sélection de 20 créateurs et on peut acheter là-bas. Donc après, c'est un peu compliqué parce qu'on ne pouvait pas mettre de vendeur. Donc on a développé un paiement par QR code. Et donc les personnes peuvent repartir avec leurs produits directement. Oh, c'est trop sympa ça. Voilà. Et là, on va un peu changer la sélection. Et cette sélection est aussi, on peut la retrouver sur notre site internet. Donc voilà. Mais vous pouvez venir nous voir à la boutique Clin d'œil. La boutique, le site internet, l'Instagram. Clin d'œil avec un K. L'Instagram qu'on mettra en description. Et j'encourage toutes celles qui nous écoutent et qui sont potentiellement à Paris à venir faire au moins un atelier chez Clin d'œil. Si vous y allez, dites-le moi. Parce que je suis vraiment pas loin. De mon côté, j'ai un rituel à la fin du divan des patronnes. J'offre toujours un objet, l'objet qui me tient le plus à cœur dans ma vie, puisque je commence ma journée avec lui. Je fais 3 pages manuscrites dessus, puis après j'en fais mes to-do, puis mes endroits de crayonnage, de griffonnage. Et le soir, je fais un peu la rétrospective de ma journée en disant de quoi je suis fière, qu'est-ce que j'ai appris, etc. Et cet objet, c'est un carnet. Et donc, je suis parfaitement obsédée par les carnets confessions personnelles. C'est que dès que je rentre dans un endroit où il y a un carnet, je suis obligée d'acheter un carnet. C'est un délire. C'est-à-dire que j'ai même des carnets qui ne servent à rien chez moi et des carnets que... On a la même... Voilà. On a la même... Quoi, je sais pas comment on appelle ça. Mais le même amour, la même passion. Amour, exactement. Et donc... ce carnet, j'ai pris l'habitude d'offrir cet objet qui est aussi un objet de déconnexion parce qu'on est dans un monde où c'est pas forcément facile de s'écouter, de s'entendre, d'avoir un espace. On a parlé d'espace créatif, d'espace d'écoute, d'espace d'introspection. Et donc le carnet, c'est un espace aussi où il n'y a pas de notification et ça, c'est pas mal. Et donc, je t'offre ce carnet. Il y avait celui d'en dessous, mais je l'ai acheté à la boutique Clin d'œil. Je me suis dit, je vais pas lui rendre le carnet que j'ai acheté chez elle quand même. Et donc, je t'offre ce carnet en baptême du divan des patronnes. Merci. C'est cool. Et je vais le partager avec ma sœur. Oui. Ça pourrait être notre carnet de bonheur. De bonheur. Voilà. Merci beaucoup pour ton temps. À toi. De notre côté, on se retrouve très vite dans le prochain épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous êtes resté à la fin de cet épisode. Dites-moi ce que vous avez retenu de cet épisode. De mon côté, je vous retrouve dans la newsletter dont vous retrouverez le lien dans la description ainsi que tous les liens dont on a parlé aujourd'hui. Et on se retrouve dans le prochain épisode du Divan des Patronnes. À très vite. Si tu as aimé cet épisode du Divan des Patronnes, il y a 2 choses très importantes que tu peux faire. Abonne-toi à la newsletter pour avoir les bonus de chaque épisode, accéder à la communauté du Divan des Patronnes et être informé des prochaines sorties. Le lien est en description. La deuxième chose que tu peux faire si tu veux vraiment m'aider dans le lancement de ce projet, c'est de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et surtout de me dire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce qui me permet de te proposer le meilleur contenu à chaque fois. Et quand j'ai un petit coup de mou, je relis ces commentaires pour me donner de la force. Alors, merci pour ton écoute et à très vite.